Donc, je suis Delphine Rideau, directrice de la Maison des Ados de Strasbourg et du réseau Virage. Je vais d'abord donner la parole à Madame Aline Osberry, qui représente l'Agence régionale de santé du Grand Est, pour un propos introductif de cette journée et demie de colloque. Donc c'est une première pour nous au sein du réseau Virage, des personnes présentes ici que je salue, et plus de personnes, j'allais dire tout autant, mais d'après les inscriptions, davantage de personnes qui nous écoutent à distance, et je les salue bien sûr aussi. Après le propos de Madame Osberry, donc pour l'ARS, on aura une petite vidéo à vous diffuser de Monsieur David Boileau de la préfecture de zone de défense, donc qui est le directeur de cabinet de la préfète de zone de défense Est. Et puis je vous dirai un petit mot sur le contexte de l'organisation de ce colloque avant de démarrer l'effectivité de notre programme. Si vous avez des questions logistiques sur place, il y a des personnes de l'équipe qui pourront répondre à toutes vos questions à l'entrée. Et puis, à distance, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de conversation pour nous alerter de toute difficulté particulière. Il y a des gens aussi derrière les écrans pour essayer de vous aider. Madame Osberry, si vous êtes prête, on est à votre écoute. Merci beaucoup. Merci Madame Rideau, en tout cas, pour cette introduction et merci de me laisser en tout cas faire quelques propos introductifs dans le cadre de ces travaux. Il est vrai que malgré une actualité médiatique réduite ces derniers mois sur le sujet, la menace terroriste reste présente sur notre sol aussi bien que sur celui de nos voisins. Cette menace essentiellement islamiste se diversifie. Ainsi, les supports complotistes ou idéologiques qui peuvent mener à la violence sont nombreux, s'alimentant parfois les uns les autres. À ce titre, la crise sanitaire et la campagne de vaccination menée en 2021 ont été prétexte à l'émergence d'un certain nombre de mouvements radicaux et autres théories du complot, dépassant le terrain des idées pour conduire dans certains cas à des actions violentes, et ce notamment contre les soignants. Que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, les discours d'ultra-droite se répandent également et parfois même se durcissent. Les vulnérabilités ou encore les trajectoires et les motivations qui peuvent conduire un adolescent ou encore un jeune adulte à se radicaliser au plan idéologique et à accepter aussi la violence pour l'exprimer sont extraordinairement variées. Toutefois, on relève des éléments communs entre ces différentes formes, comme le refus de l'altérité, mais aussi des droits des minorités, pour ne citer que ces deux exemples. Le rôle des chercheurs est ici donc essentiel pour nous aider à comprendre ces mécanismes communs. En particulier, il devient manifeste qu'il existerait un risque contre-productif à ne cibler qu'une forme de radicalité de prévention. Les valeurs et les principes du travail social et des professionnels de la santé mentale demeurent au premier plan de l'accompagnement des personnes concernées. Ces mêmes professionnels doivent maintenant apprendre à parler spiritualité, engagement, voire militantisme, en intégrant dans leur pratique les apports de la recherche. Les approches pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles restent plus que jamais nécessaires et méritent toujours d'être confortées. L'exemple aujourd'hui, effectivement, de ce colloque pour apporter et contribuer à ces travaux. Les services de la préfecture de zone de défense Est et de l'Agence régionale de santé Grand Est s'y emploient et s'appuient, entre autres, sur un partenariat de confiance avec le réseau Virage, que je remercie une nouvelle fois, dans le respect des missions et des cadres déontologiques de chacun. En 2023 comme en 2022, nous partageons collectivement la volonté de relever ensemble les défis à venir sur ce sujet. Ce colloque, pour le coup, s'attachera à décrire et à comprendre les différents aspects du marquage corporel dans les mouvements radicaux à travers un croisement des regards sociologiques, historiques et psychologiques.
Et en ce sens, je ne doute pas en tout cas que les échanges durant ce colloque d'un jour et demi seront passionnants, productifs, pour nous permettre effectivement de relever les prochains défis, en tout cas qui s'ouvriront à nous. En tout cas, je vous souhaite de très bons travaux et vous souhaite bonne continuation à tous. Bonjour à toutes et tous. Après le Dr Brunner pour l'Agence régionale de santé et Madame Rideau, directrice du réseau Virage, il me revient de dire quelques mots en ouverture de ce colloque qui vous réunit pendant ces 2 journées. Je voudrais tout d'abord m'excuser d'intervenir comme ça de manière enregistrée au nom de la préfecture de zone de défense et de sécurité Est, mais j'ai quitté mes fonctions il y a quelques jours et mon successeur n'est pas encore arrivé. Il vous revient donc de subir cet enregistrement dans un contexte où la préfecture de zone, qui est associée au dispositif avec le réseau Virage, souhaitait vraiment être associée pleinement à l'ensemble des travaux qui vont vous réunir aujourd'hui. La zone de défense, c'est une structure un petit peu particulière qui est méconnue. C'est une préfecture spécialisée. Il n'y en a que 7 en France qui regroupent plusieurs territoires. Et en ce qui nous concerne, pour la zone de défense Est, nous regroupons les 18 départements des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, donc le grand quart nord-est de la France. Cette préfecture est spécialisée en matière de défense et de sécurité, d'où son nom, et a notamment des tâches de coordination en matière de sécurité sur les sujets de radicalisation, puisque c'est ceux qui nous occupent aujourd'hui, travail de coordination des services de renseignement, travail de coordination de l'ensemble des 18 préfectures de départements en la matière, mais aussi beaucoup de tâches de coordination dans d'autres domaines en matière de sécurité, des domaines de sécurité civile, des domaines de coopération transfrontalière avec les pays voisins, ou des domaines de coopération civilo-militaire avec les armées, qui nous ont conduit à un certain nombre d'opérations, notamment dans la gestion de la crise du Covid ces dernières années. En ce qui me concerne aujourd'hui, mon intervention au nom de la préfecture de la zone de défense de sécurité est liée à un partenariat mis en place il y a quelques années maintenant entre la préfecture et l'Agence régionale de santé Grand Est, et puis le réseau Virage. Partenariat un petit peu original qui mêle du coup les personnels du ministère de la Santé et les personnels du ministère de l'Intérieur que je représente, dans un contexte où l'on souhaitait développer l'approche pluridisciplinaire et l'échange de culture professionnelle entre le monde sécuritaire que j'incarne aujourd'hui et le monde médico-social dont vous êtes pour la plupart issus. Et puis bien évidemment le monde universitaire et de recherche, monde qui sont importants, et je crois que cet échange de culture professionnelle est particulièrement riche pour aider à chacun à mieux comprendre les phénomènes de radicalisation et de passage à l'acte violent qui peuvent s'en suivre dans un contexte où la menace terroriste reste extrêmement prégnant sur l'ensemble du territoire. Le colloque qui vous est proposé aujourd'hui est sur un sujet extrêmement original. Corps et radicalité pose beaucoup de questions. Vous aurez beaucoup d'intervenants aujourd'hui, sociologues, psychologues, historiens, sur des sujets riches. Je crois que c'est un angle d'attaque original que je vois pour la première fois en ce qui me concerne, mais qui pose de vrais sujets, tant vous l'aurez dans les illustrations qui vous seront données, mais sur le choix des tenues vestimentaires qui peuvent être retenues, donc ce qui pose des soucis, y compris dans le respect des normes de laïcité. On pense à l'éducation nationale avec le développement de port de vêtements de type abaya, où la limite devient compliquée entre le vêtement ou le port du vêtement à titre culturel qui serait autorisé ou à titre cultuel qui s'opposerait au principe de laïcité dans les établissements scolaires. Donc, outre ces vêtements qui posent beaucoup de questions, vous aurez d'autres phénomènes d'identification, le port de la barbe ou autres, qui bien évidemment s'incarnent quand on parle de radicalisation religieuse, même si il y a bien d'autres formes de radicalisation, notamment en matière politique, que vous serez sans doute amené à évoquer dans les 2 jours de ce colloque. Voilà, je tenais aujourd'hui à remercier très sincèrement le réseau Virage pour son travail, pour l'organisation de ce colloque, pour son travail de partenariat et de coordination avec la préfecture de zone et au-delà avec les 18 préfectures de département, et puis l'Agence régionale Grand Est, l'Agence régionale de santé qui
à toujours chercher à développer son réseau et à entretenir de bonnes relations et des relations de qualité avec les autres ministères, les autres fonctions en charge de prévention, même si bien évidemment, commissaire de police de mon État, j'ai un regard qui est davantage axé sur les questions sécuritaires qui sont un petit peu moins au cœur du colloque que vous allez suivre pendant ces 2 journées. Donc voilà, en vous remerciant toutes et tous de vous être inscrits à ce colloque, je vous souhaite de bons travaux pendant les 2 jours qui viennent, en espérant que leurs résultats seront riches, mais au vu du programme, je n'en doute pas. Bons travaux à tous. Merci, au revoir. Bien, après ces quelques mots institutionnels, et je remercie Madame Osberry pour l'ARS et Monsieur Boileau pour la préfecture de zone de défense de nous les avoir délivrés, parce que c'est important pour nous. Je vais parler au nom de l'ensemble des partenaires qui organisent avec nous ce colloque aujourd'hui, que je vais citer tout à l'heure, que nos travaux soient placés sous cette double égide, parce que c'est un vrai sujet depuis le début. Donc le réseau Virage a été créé en 2017. J'excuse d'ailleurs monsieur le docteur Alexandre Fels, président du groupement d'intérêt public de la Maison des Ados, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui pour tenir un propos introductif. Nos travaux sont engagés au titre de l'ARS. C'est l'ARS qui nous a demandé de créer le réseau Virage, mais évidemment en étroit partenariat avec les instances préfectorales qui sont les pilotes de la politique publique de prévention de la radicalisation sur notre territoire national. Depuis 2017, au sein de l'équipe du réseau Virage, on a organisé un certain nombre d'événements, conférences et autres journées d'études dans tout le Grand Est, dans chacun des départements du Grand Est, des 10 départements du Grand Est, plutôt en présentiel au cours des premières années, exclusivement en webinaire depuis 2020. Et nous sommes vraiment ravis de renouer aujourd'hui avec le présentiel sous une forme qui est mixte, puisque vous êtes quelques-uns ici et quelques-uns en ligne. Cette forme mixte va être aussi évidemment utilisée pour les intervenants, puisque initialement tout le monde devait être ici, mais les aléas des transports font que certains n'ont pas pu nous rejoindre, et donc on les connectera en visio comme on vient de le faire pour Madame Osberry et Monsieur Boileau. Je voudrais remercier pour l'organisation donc de ces 2 journées nos partenaires qui travaillent sur ces sujets au niveau national, puisque en 2019 on avait organisé un colloque déjà de 2 jours sur la polarisation sociale avec nos partenaires qui travaillent sur ces sujets au local, donc plutôt sur Strasbourg. Cette fois, nous avons organisé ces 2 jours avec les collègues du centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, et je remercie le professeur David Cohen, ici présent, d'être avec nous. Les collègues du Capri qui ont réussi, malgré quelques péripéties, à nous rejoindre ici, donc le Capri à Bordeaux, du Radéo de Nîmes, de la MDA d'Avignon, de l'Institut Jean Bergeret, et les collègues de Thérapsie du Havre qui ont aussi réussi à venir nous rejoindre. Je suis vraiment ravie qu'on ait réussi cet exploit quasiment d'organiser aujourd'hui ces 2 jours. On va travailler sur la thématique des corps et des radicalités au pluriel, ça a déjà été dit et écrit. Pour nous, c'est important parce qu'il y a du commun dans toutes ces formes de radicalisation et de radicalité. C'est toujours pour nous dans l'objectif de mieux comprendre sur quoi et sur qui on travaille, en pluridisciplinarité, ça a été dit aussi. On n'a jamais inscrit nos travaux dans une seule discipline. Et on travaille aussi à la croisée des chemins entre rigorisme, radicalité, radicalisation violente, et toutes nos évaluations de situations individuelles nécessitent
autant de nuances. On vous propose de démarrer maintenant rapidement nos travaux. Je vous informe d'une petite modification sur le programme puisque le docteur Serge Effès, pour des raisons d'empêchement personnel, ne pourra pas être avec nous cet après-midi. On va modifier un petit peu les choses entre aujourd'hui et demain. Donc, en courant de cet après-midi, après la première conférence de Maxime Boisdy, qui va bientôt me rejoindre à cette tribune, c'est le docteur Corduan qui continuera. On fera une pause en milieu d'après-midi, donc à 16h15, et puis on terminera cet après-midi par une table ronde avec les collègues justement de Thérapsie et du Capri, donc Nora Abed, Marine Villasec, je ne sais pas si je le dis correctement, elle est où Marine? Villasec, merci, et Amandine Vitra. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je cède la parole à Maxime Boisdy, qui a la lourde charge de vous proposer la première conférence de cet après-midi. Donc oui, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et les organisatrices de ce colloque pour leur invitation à venir, du coup, en tant qu'historien des images, comme je me présente, du moins pour aujourd'hui, essayer de réfléchir en commun à cet enjeu du corps radical et de la manière dont la culture visuelle et dont l'histoire des images peut permettre de l'appréhender. Alors, pour être parfaitement clair sur le dispositif, quelques précisions. Alors, il est 14h24, je vais essayer de parier sur une intervention d'une trentaine de minutes, donc jusqu'à 15h. Sans vous assommer, mais ça c'est évidemment un défi à relever en commun et qui peut aussi justement passer par la possibilité pour vous d'intervenir ou de me solliciter en cours de propos. Encore une fois, l'idée n'est pas de vous apporter une grille de lecture ferme, définitive et normative, pour le dire de cette façon-là, d'un corps radical passant par la culture visuelle, hein, j'en serais bien incapable. L'idée est plutôt finalement, à travers des images, on va dire aussi à travers un certain nombre d'événements récents, peut-être de déminer un certain nombre de problèmes liés à ces termes même qui du coup composent le titre de ce colloque et de ces débats durant les 2 jours. Qu'est-ce qu'un corps? Qu'est-ce que la radicalité? Qu'est-ce qu'un fétiche aussi, puisque la question du fétiche et la question du marquage sont également présentes. Alors voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'à la fois structuré et libre. C'est un défi, encore une fois, mais en naviguant entre des images très contemporaines comme la première que je vous propose et d'autres plus anciennes si j'y arrive, de voir finalement comment est-ce que les images peuvent permettre, sinon de définir totalement cette terminologie du corps, de la radicalité, du moins dans quel travers peut-être on peut ne pas tomber. C'est ce qui me semble, moi, le plus important, si vous voulez, c'est-à-dire comment est-ce que les images et une réflexion à caractère historique sur la culture visuelle et sur des formes de radicalité ou qu'on peut considérer comme telles, comment est-ce que finalement cette percée historique et ces méandres peuvent en fait empêcher d'envisager des catégories très restrictives. Ce que je vous montrerai notamment, c'est que cette catégorie de corps qu'on peut envisager finalement très anatomique, ou d'une certaine façon plutôt disons très individuelle, peut être véritablement pensée sur un mode collectif, et que une manière finalement de prendre la mesure de cet enjeu du corps radical, à mon avis, peut être... il y a un bénéfice à envisager la question du corps multiple, du corps politique, des corporéités politiques, d'une histoire longue des représentations qui peuvent du coup venir renseigner cette affaire de radicalité, qui est radicale et qui ne l'est pas. Alors c'est la raison pour laquelle je commence par une capture écran. Une capture écran du journal Le Monde, capture écran égale évidemment qualité amoindrie, y compris pour cette image d'un journaliste de l'AFP, donc qui l'a prise le 23 mars, il y a une semaine,
Précisément, on est dans les manifestations qui suivent immédiatement le recours à l'article 49.3 par le gouvernement d'Elisabeth Borne dans le cadre de la réforme des retraites à l'heure actuelle. On suit surtout un propos du président Emmanuel Macron qui, en off, mais en sachant qu'évidemment ce propos allait fuiter, a tout simplement opposé l'idée de peuple incarnée par la représentation nationale, par l'Assemblée nationale et donc par le vote, y compris par le recours constitutionnel à cet article 49.3 très disputé. Comment le peuple peut être opposé à la foule? Comment aussi, implicitement, dans la rhétorique du président de la République, on sent tout simplement percer des catégories implicites, à savoir le peuple n'a rien de radical et il répond à un horizon normatif tout à fait légitime. La foule, elle, justement, cette entité amorphe et un peu nébuleuse qui a toutes les possibilités sous-entendu d'une radicalisation, du recours à la violence et de l'illégitimité qui s'ensuit. Donc si vous voulez, bon, pour moi, une manière de percer, on va dire un peu la brèche en ouverture de colloque, finalement, c'est de partir de cette actualité, parce que cette actualité est véritablement brûlante, et surtout, le président Emmanuel Macron a agrandi un de mes corpus favoris, qui est justement l'usage oppositionnel des termes désignant les collectifs politiques. La foule, ça n'est pas le peuple. La question, c'est que oui, on peut évidemment envisager que la foule n'est pas le peuple, mais l'enjeu, c'est que justement, ça participe d'un type de rhétorique où un collectif s'oppose à un autre, et la question d'une radicalisation, d'une radicalité, d'une illégitimité se pose au milieu de cette équation. Bon, c'est pour moi une manière voilà, d'ouvrir les débats et puis de vous dire, bon, la question du corps va aussi s'inviter au milieu de cette confrontation terminologique. Qu'est-ce qu'un corps ? On peut y répondre de multiples manières. Je vais essayer de vous montrer que finalement, quand on rentre par cette brèche rhétorique, quand on saisit le discours politique tel qu'il se produit de jour en jour, on peut arriver à trouver un corps qui va justement se définir par cette opposition foule-peuple, les mots qui caractérisent les formes du collectif politique et les formes visuelles aussi qui sont au cœur de ma présentation. Donc là, bah voilà, on a une foule qualifiée comme telle, mais qui se revendique peuple parce qu'elle est décrédibilisée. Et donc on a déjà quelque chose de l'ordre d'un rapport d'opposition. Si vous voulez, partir de l'actualité, c'est aussi toucher à des corps qui pourront peut-être faire débat. Je ne sais pas si le débat prendra à ce niveau-là, mais moi je suis tout à fait ouvert à cette discussion. Vous savez qu'aussi depuis le recours à l'article 49.3, les manifestations ont pris un tournant qualitatif qu'on pourrait qualifier de radicalisation, en tout cas une montée en intensité politique et une montée en intensité des pratiques et des formes de contestation, et qu'il est au cœur même du débat actuel de réfléchir à qu'est-ce qu'est un corps radical entre les corps de manifestants radicaux, de manifestants émeutiers d'un côté et leur décrédibilisation dans le débat public, c'est-à-dire tout simplement manifester oui, casser non. Combat idéologique étant qui est-ce qui casse et qui est-ce qui a commencé à casser, qui casse les retraites d'un côté, qui casse les vitrines de l'autre, et quelle est la grille à adopter pour envisager cette radicalisation. Il y a aussi tous les débats qui portent sur la gestion du maintien de l'ordre en France, et vous verrez qu'il en est également question dans mon propos, puisqu'une grille, on va dire, un peu chorale, que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui pour être à la fois le plus concret, je l'espère, et dans le même temps ouvrir un horizon très large. Ma grille sera les Gilets jaunes, et le mouvement des Gilets jaunes débuté en novembre 2018, et la culture visuelle qui lui a été et qui lui est encore aujourd'hui attachée.
Donc voilà, l'idée c'est finalement de convoquer un petit peu cette somme d'éléments, éléments textuels, éléments contemporains, manière aussi finalement de s'opposer à la radicalité, de renvoyer à l'autre la radicalité dont il se défend de faire usage, et de voir qu'on est à cet endroit-là au cœur du propos. Bon... mon propos n'est pas de prendre position, même si j'ai une position très claire et très ferme sur la réforme des retraites et sur le caractère illégitime que je lui reconnais. Mais mon propos n'est pas de décrier un usage linguistique tel qu'il a été, encore une fois, mobilisé par le président Emmanuel Macron il y a quelques jours. C'est tout simplement le fait de voir cette rhétorique comme étant une forme de technique de gouvernement de longue durée, à savoir opposer la foule au peuple, parler de foule haineuse à propos des Gilets jaunes. Voilà, cette sortie qui date d'il y a une semaine à propos donc du mouvement social actuel est une rhétorique finalement déjà utilisée fin de l'année 2018 par les Gilets par le président, par les pouvoirs publics, par le président Emmanuel Macron en particulier, contre le mouvement des Gilets jaunes. Ce qui est intéressant, c'est les images que ça a produit, puisque du coup, d'un côté, un discours parle de corps radicaux et de corps radicalisés qui cassent et qui portent la haine, foule haineuse, disait Emmanuel Macron dans cette allocution, donc fin 2018, et les Gilets jaunes, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par l'intermédiaire de Twitter, ont tout simplement œuvré de telle façon à produire un contre-discours, pour dire une contre-propagande, disons contre-discours. Là, voilà notre haine, cette photographie très l'antithèse totale de corps radicalisés, des corps âgés, des corps fourbus, des corps qui ont besoin de se réchauffer, de se coller l'un contre l'autre de telle façon à pouvoir trouver une source de réconfort. Bon, on voit que finalement c'est rhétorique contre rhétorique, rhétorique verbale d'un côté, rhétorique visuelle de l'autre, une certaine façon pour certaines franges des Gilets jaunes de rebondir finalement, montrer finalement qu'un corps et qu'un certain nombre d'actions et d'attitudes qui peuvent être qualifiées de radicales en fait ont aussi cet horizon latent. Et donc une forme de guérilla finalement sur ce qu'est la légitimité d'une révolte et une forme de guérilla communicationnelle sur ces termes et sur les effets également du discours lui-même. Bon, il y a quand même cette chose-là à retenir, effectivement, quand on a des sorties, on va dire, politiques comme celles qu'on a eues récemment, il faut chercher ces éléments d'histoire, se poser la question de qu'est-ce qui construit finalement un discours de longue durée, de telle façon à pouvoir en structurer les termes. Quand on est historien des images, comme je le suis en partie, mais je ne suis pas que ça, je travaille sur des enjeux de culture visuelle assez large, c'est ce qui me permettra de toucher à cette question du concept de fétiche tout à l'heure, en tout cas je vais essayer. Donc il y a des aspects plus conceptuels, mais vous voyez qu'en fait l'histoire des images a un sens aussi à être pratiquée sur un pur plan iconographique, à savoir quels sont les types de modèles dont on peut trouver, disons de certaine façon, je ne parlerai pas d'archétypes, mais en tout cas des types de modèles visuels finalement que on va trouver réinvestis dans des formes de communication, dans des formes de discours, de contre-discours. Celle-ci, moi, m'était apparue de façon assez flagrante, mais c'est parce que justement je m'intéresse beaucoup à la culture visuelle et à la culture politique de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui à mon sens a beaucoup à nous apprendre. J'espère vous en montrer quelques jalons. Je m'intéresse notamment à l'une des revues illustrées les plus importantes de l'époque, l'Assiette au beurre, dont vous pouvez trouver aujourd'hui sur le site de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, l'intégralité des numéros scannés. Donc ça a été une publication qui a été l'âge d'or de la caricature politique, et caricature politique parfois beaucoup plus féroce que ce qu'on imagine aujourd'hui et que ce qu'on pratique aujourd'hui. Et terrain d'expérimentation aussi pour un certain nombre d'artistes plus ou moins engagés. Un pionnier de l'art abstrait comme François Kupka y a
y a œuvré comme caricaturiste. Donc il y a aussi voilà, un corpus très large de matrices de discours politiques. Théophile Alexandre Steinlen en fait partie. C'est une illustration donc parue dans le premier numéro qui était consacré aux grèves, avec cette légende, hiver, les prisons, est-ce que c'est chauffé? Et vous voyez que c'est déjà un jeu, on va dire, complexe de production du discours ou d'un discours politique par l'image, puisqu'on voit que finalement cette manière de mobiliser des corps qu'on qualifiera certainement pas de radicaux, mais ce sont surtout pas des corps puissants, ce sont des corps vulnérables, et finalement montrer cette forme de vulnérabilité est une possibilité justement de guérilla, c'est-à-dire de manière de construire voilà, un discours de renversement possible, de critique sociale à terme. Et donc, voilà, on peut trouver ces éléments-là. Alors, vous me demanderez peut-être tout à l'heure ou immédiatement, si le scandale s'installe doucement parmi vous, comment faire, en fait, d'un point de vue méthodologique. C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche finalement les images qu'on a envie de chercher et on finit par les trouver et on finit par construire de façon un peu connectée, mais purement improvisée, des formes avec d'autres formes. Il y a évidemment l'importance d'un travail de corpus derrière ce type de choses, et le corpus évidemment ne peut pas être montré dans son intégralité, mais évidemment il y a cet enjeu derrière cette manière finalement d'essayer de définir les terminologies, les cadres du débat. Moi, mon propos n'est pas de vous démontrer que Steinlen est un archétype qui finalement influence jusqu'à aujourd'hui la manière de montrer des corps vulnérables. Mon propos, c'est plutôt d'établir des points de généalogie qui, à terme, vont me permettre de cerner un type de radicalité ou de vulnérabilité dans une culture visuelle qui, précisément, de façon arbitraire, est celle des Gilets jaunes. À travers aussi cet enjeu qui pour moi est donc central, envisager le corps en ouverture de ce colloque, pas simplement comme étant des corps individuels, des corps comme il a déjà été dit plus tôt avant que je débute, des corps potentiellement barbus, des corps potentiellement voilés, des corps potentiellement radicalisés par un certain nombre de traits et de manières de paraître, mais envisager aussi des corps qui ont une importance centrale dans notre culture visuelle et dans notre histoire politique. L'idée de corps qui sont des corps politiques, qui finalement sont des sommes et des synthèses de corps individuels qui définissent de quelles entités politiques on parle et de quelles entités politiques on relève. Je le précise, alors pour l'un ou l'autre d'entre vous qui est venu m'écouter aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai souvent eu l'occasion de manipuler comme corpus ou comme point de référence, mais précisément, si je ne les avais pas réutilisés aujourd'hui de telle façon à aplanir un certain nombre d'éléments de méthode ou d'éléments conceptuels, je pense qu'il aurait manqué certaines choses à mon propos et un risque sérieux de basculement dans l'abstraction. Donc je vous montre cette image que je mobilise très souvent et qui est une image très connue dans ce qu'on appelle l'iconographie politique, c'est-à-dire le type de régime d'image qui concerne les manières de faire apparaître le politique, les institutions, les formes d'organisation. Un frontispice d'un ouvrage paru en 1651 du philosophe Thomas Hobbes, philosophe anglais, intitulé Le Léviathan. C'est un titre un peu cryptique, qui est un titre biblique, qui est allé chercher Thomas Hobbes dans l'Ancien Testament, de telle façon à qualifier... c'est un monstre dans l'Ancien Testament, un monstre biblique, et donc du coup se pose la question de représenter l'État sous sa forme moderne avec cette référence justement à la monstruosité. Du moins, l'enjeu de l'État moderne pour Thomas Hobbes, c'est d'envisager que finalement
il n'y a rien sur Terre qui puisse lui barrer la route ou lui faire obstacle. Et c'est justement la description que l'on trouve dans l'Ancien Testament à propos d'un monstre biblique qui s'appelle le Léviathan. C'est-à-dire il n'y a pas de puissance sur Terre qui puisse lui opposer une force contraire. Donc c'est la raison pour laquelle Thomas Hobbes est allé puiser dans ce registre. Et vous voyez de quoi Thomas Hobbes s'est déjà en 1651 occupé pour que son traité philosophique, par ailleurs technique et très difficile à lire, puisse finalement trouver une forme de synthèse. Il s'est enquéri de la réalisation d'une gravure, donc d'un frontispice qui viendrait en couverture, pour le dire de façon rapide, un dessin qui pourrait tout simplement résumer quel est cet état moderne. Et vous voyez qu'il est finalement apparu sous la forme d'un grand corps, un souverain dont la tête surplombe toutes les autres, et la multitude de citoyens, la foule de ce discours politique contemporain, la foule rassemblée en un seul corps et, dit Thomas Hobbes, devenu peuple parce que justement rassemblé en un seul corps sous une seule tête. Donc disons que ce qui manque actuellement à Emmanuel Macron, comme à d'autres dirigeants politiques, et imaginons qu'en régime démocratique c'est quand même pour le meilleur, c'est que finalement le corps politique n'est pas entièrement fermé sur lui-même et que l'intégralité du peuple n'est pas sous une seule et même tête, qui est la seule à regarder l'horizon pendant que tous les corps se montreraient de dos, le cou tendu de telle façon à regarder cette figure souveraine qui les domine. Bon, l'idée du corps, pour moi, elle est très concrète, placée à cet endroit, et elle est aussi, à mon avis, importante à penser sur le plan de la radicalité, puisque un des enjeux, finalement, des discours sur la radicalité, tels que je peut imaginer que vous les côtoyez comme moi-même je les côtoie, c'est finalement de dire, bon ben voilà, est radical celui ou celle qui ne veut pas être dans le grand corps. Et donc la question du corps radical se pose là. Il n'y a pas d'enjeux moraux à déterminer voilà, les types de raisons et les types de logiques qui amènent en fait des êtres à vouloir en sortir, mais une certaine manière de définir finalement pour moi l'horizon entre corps et radicalité, ce serait justement ça, c'est-à-dire ce grand corps totalisant. Voilà, la radicalité serait finalement qui ne veut pas y appartenir, qui ne veut pas rester dans cette position ou dans cette clôture. Je vous le montre pourquoi, c'est aussi pour vous montrer que la culture visuelle des Gilets jaunes, à laquelle je vais maintenant consacrer la suite de mon propos, en vérifiant bien que je ne m'aventure pas dans des circonvolutions trop longues et que je vais bien tenir mon temps pour que la discussion puisse prendre. Voilà, la question des Gilets jaunes, donc mouvement social dont vous vous rappelez probablement tous et toutes les origines et un certain nombre de tremplins, les raisons pour lesquelles cette révolte s'est matérialisée à l'automne 2018, donc autour au départ d'un projet de taxation des carburants qui du coup amène à une mobilisation en vue du retrait de ce projet politique, donc déjà sous Emmanuel Macron, et puis un processus ensuite plus profond qui amène finalement les Gilets jaunes à finalement de passer, on va dire, d'une revendication très sectorielle, c'est-à-dire un type d'impôt, un type de taxe, à quelque chose de l'ordre d'une revendication beaucoup plus large, revendication sur les fondements même de la République et de la légitimité du pouvoir, une manière à travers des outils tels que le référendum ou d'autres revendications portant sur des aspects de constitution ou autres, finalement demander un autre monde après avoir finalement simplement demandé de façon très ciblée le retrait d'une taxe. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est un livre que j'ai amené en format papier et qui tourne depuis depuis le début de mon intervention parmi vous. Ça vous permettra de le feuilleter et puis de voir plus concrètement de quoi cette radicalité ou cette forme de radicalité du corps et du marquage des corps, de quoi elle est faite.
Je voulais d'abord en fait vous montrer tout simplement cette couverture parce que moi elle m'a frappé. C'est un livre d'un collectif édité par un collectif qui s'appelle Plein d'eau, qui du coup s'est constitué au début de l'année 2019, donc quelques semaines après le début du mouvement des Gilets jaunes, avec pour objectif finalement de collecter ce qui fait la matrice, la matière communicationnelle, revendicatrice et politique des Gilets jaunes. Ce sont ces dos de gilets recouverts d'inscriptions, recouverts de dessins, recouverts de cris, recouverts de traits de révolte. Et donc le collectif Plein d'eau en fait s'est chargé de collecter semaine après semaine les photographies des Gilets jaunes prises par les Gilets jaunes eux-mêmes. Comment prendre une photographie tout simplement au smartphone, le plus souvent, d'un dos de gilet, faire remonter en fait ces dos de gilet auprès du collectif Plein d'eau. Collectif Plein d'eau qui du coup au départ a initié ce que Bruno Michon tient dans ses mains expertes, à savoir les feuilles jaunes, donc en fait tout simplement un type de journal, type de feuille, un type de brochure politique. En fait, c'est tout simplement un grand format pliable pour arriver à un format A4 qui comprend sur un papier de couleur jaune la récolte, la moisson d'eau de gilets jaunes photographiés de l'acte précédent. Et donc c'est évidemment une publication moi, que je trouve très belle et pleine de sens, puisque les gilets jaunes communiquent, les gilets jaunes dont justement le pouvoir et pas uniquement le gouvernement d'Édouard Philippe à l'époque, mais d'autres acteurs politiques, disaient que finalement, et c'était aussi mon sentiment au départ, et je ne suis pas le seul, sentiment de bourgeois de gauche, de bourgeois un peu bien pensants, bon ben voilà, ces gens-là, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, et finalement ils se battent pour des choses sans véritablement savoir dans quelle direction ils vont. Et finalement, ce sentiment très vite a été balayé par ce type de rapport de communication. C'est finalement tout, on va dire, l'héritage démocratique, voire révolutionnaire français depuis 1789 s'est trouvé matérialisé dans ces dos de gilet et a fortiori matérialisé aussi dans ces publications. Donc les feuilles jaunes d'abord, diffusées à prix libre dans les manifestations, avec aussi un objectif militant. Plein d'eau a récolté 40 000 euros durant en tout cas la phase active du mouvement des Gilets jaunes et de diffusion des feuilles, donc dans mon souvenir jusqu'au confinement de mars 2020, et de l'argent qui a servi à venir en aide à des Gilets jaunes deux types d'aides, des Gilets jaunes parmi les grands blessés, j'y viendrai tout à l'heure, également tout un soutien, on va dire, logistique et financier aux militants poursuivis en justice. Pour quelles raisons vous montrer cette image, vous faire peut-être aimer la culture visuelle et l'iconographie politique comme je l'aime, à savoir comment est-ce que finalement la révolte des Gilets jaunes est venue matérialiser en une image le graphisme adopté par les éditions du Bout de la Ville, donc qui sont les éditeurs de ce volume, mais déjà compris au départ dans la forme même de Plein d'eau, c'est que en rassemblant tous ces gilets jaunes et tous ces selfies politiques, qui ne sont pas des selfies techniquement parlant, puisqu'il faut que quelqu'un prenne la photo, mais il y a un petit peu cette idée aussi de rapport à l'individualité, comme on le connaît trop bien par la pratique du selfie que permettent maintenant nos smartphones et nos technologies portables. Et finalement, voilà, une certaine manière de rassembler les corps, une certaine manière de produire une autre foule de dos, 3 siècles et demi après Abraham Boss répondant à la commande de Thomas Hobbes. Et vous voyez tout simplement le cœur du problème. Il y a bien un grand corps qui est la somme de tous ces petits corps rassemblés, mais il n'y a pas de tête pour les dominer. Donc voilà, il y a quelque chose, vous voyez aussi dans les images,
qui a cette vocation. C'est que j'aurais pu vous faire un propos beaucoup plus fermé, j'aurais pu travailler de manière beaucoup plus empirique, mais je vais y venir quand même dans un instant. Il y a ce travail empirique derrière. Mais bon, l'idée finalement pour questionner cette affaire de corps et de radicalité et de fétiche, je vais y venir, pour ouvrir les débats, c'est finalement de voir aussi ce que cette culture visuelle est capable de faire et où se joue en fait aussi cette question des grands corps. Ce grand corps de gilets jaunes composé de petits corps de gilets jaunes finalement pose aussi la question de la corporéité à cet endroit. Ne jamais oublier que du coup dans les processus de radicalisation et dans les enjeux corporels qu'ils emportent, il peut y avoir tout simplement cette affaire-là, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que les corps essayent de faire ensemble. Et aussi, évidemment, qu'est-ce que les corps essayent de faire contre les corps qui les empêchent de faire ce qu'ils ont envie de faire. Bon, c'est quoi finalement le gilet jaune et jusqu'où est-ce qu'on peut tirer des références à la culture visuelle européenne pour essayer de saisir ça? Je vous montre quelque chose de totalement aventureux, mais dans lequel j'ai voilà, quelques certitudes de réminiscence, en tout cas tel que je voudrais vous le présenter aujourd'hui, tout simplement une autre manière encore de comprendre une certaine signification qui a pu être attachée à la question du gilet jaune. Les historiens des images se sont échinés à savoir quels sont les grands modèles que Thomas Hobbes a pu voir et a pu utiliser en termes de commandes pour que son Léviathan puisse trouver une forme matérielle. Et une hypothèse très sérieuse et très documentée est celle-ci, un mode de représentation qui a eu cours dans la culture visuelle chrétienne du Moyen-Âge entre le XIe et le XIVe siècle, qui est tout simplement comment a-t-on figuré le paradis, puisqu'il fallait bien figurer le paradis de telle manière à donner envie aux hommes et aux femmes de respecter un certain nombre de règles morales de telle façon à pouvoir y aller. Encore fallait-il avoir justement, un peu en mode agence de voyage, la perspective de pouvoir aller à un endroit où l'on serait véritablement bien accueilli. Et donc c'est cette figure de patriarche, c'est Abraham, figure de patriarche biblique, qui est commun à toutes les religions du livre, à l'islam, au judaïsme également. Le saint d'Abraham est le type de modèle iconographique que l'Occident chrétien a formalisé. Alors je passe un peu rapidement, mais la question du saint, c'est quoi? C'est un saint masculin, c'est avant tout un vêtement. C'est-à-dire, Abraham a un grand vêtement dans lequel, en fait, tous les élus, tous les justes, tous ceux et celles, alors là, c'est plutôt ceux sur les traits de visage représentés, il faut pas s'en cacher, mais l'idée, c'est que, voilà, tous ceux et toutes celles qui, du coup, ont répondu voilà, au canon et au juste commandement durant leur vie terrestre, auront la possibilité d'être au paradis dans ce grand corps. Donc vous voyez aussi comment est-ce que cette affaire de grand corps et cet imaginaire de pouvoir rejoindre un grand corps en communauté et pouvoir en fait s'y loger collectivement est quelque chose de profondément inscrit en fait dans la culture politique et dans la culture visuelle. Et finalement, vous voyez peut-être où je veux en venir, c'est quoi ce gilet jaune dans lequel les gilets jaunes précisément se sont projetés? Et ben, c'est peut-être un vêtement ou un type de linceul ou un type de tissu, de grand tissu qu'on peut tisser collectivement de telle manière à pouvoir y habiter tous ensemble. Donc voilà, cette affaire de foule haineuse, vous voyez, bon, quand on commence à creuser, ça n'enlève pas un certain nombre voilà, d'événements, on pourrait y revenir en discussion, de cas spécifiques. Que s'est-il passé véritablement le 1er décembre 2018 à l'Arc de Triomphe, et était-ce juste, était-ce moral, etc. On peut évidemment aborder cette chose-là, mais envisager, vous voyez, cette question du grand corps, c'est finalement comme ça que j'ai réussi à m'en saisir dans la commande. On a finalement voilà, cet imaginaire dont plus on creuse, et notamment la question vestimentaire, et plus on trouve finalement ce type de référence au long cours.
J'en viens quand même à mon affaire de fétiche. Bon, la question du marquage, je pense que je vais déborder beaucoup trop si je l'aborde en détail, mais le marquage, je pense que vous l'avez vu, c'est pas un marquage corporel que j'ai voulu convoquer avec la question des gilets jaunes, mais il y a évidemment un marquage très vestimentaire, très revendicatif, c'est finalement marquer les corps à travers les gilets et faire finalement du gilet un type de prothèse indispensable à la lutte politique et voire même à la subjectivité. Il faut quand même voir ce que signifie un gilet pour les gilets jaunes. Il fallait voir évidemment ce que ça a signifié lorsque, en marge de certaines manifestations, la police a tout simplement fait ce qu'elle n'a pas le droit de faire, à savoir demander aux gilets jaunes de retirer leur gilet de telle façon à pouvoir quitter la manifestation. Donc, en gros, s'amputer de leurs revendications et s'amputer de leurs vêtements, c'est s'amputer de la communauté, finalement. C'est le type voilà, c'est aussi un type d'événement et d'événements traumatiques pour les militants concernés et les militantes, qui du coup est à prendre en considération. Question du marquage donc et question du fétiche. Alors bon, là il y aurait une théorie complètement fumeuse à faire. Qu'est-ce qu'un fétiche, comment envisager finalement cette idée du fétiche? Alors c'est une idée très visuelle. Je vous fais le fétiche en 30 secondes. Je vous fais le fétiche en 30 secondes parce que bon, y a des sources qui peuvent permettre aussi de poursuivre cette affaire-là, mais c'est une notion qui a été forgée, c'est une notion très coloniale, elle a été forgée, féticho, c'est un terme portugais à l'origine, c'est donc le terme que les Portugais qui font du commerce en Afrique au tournant du 15e, 16e siècle, forgent de telle façon à expliquer quels sont les objets que les Africains avec qui ils veulent commercer utilisent de telle façon à pouvoir rendre les transactions commerciales possibles. Au départ, le fétiche, c'est ça. Avant que Sigmund Freud s'en empare et que ça devienne quelque chose de très complexe sur un plan psychiatrique et psychanalytique, au départ, le fétiche, c'est tout simplement un type d'objet avec lequel on commerce. Si vous voulez faire un don contre don avec un Africain en tant que commerçant portugais, les témoignages de l'époque sont clairs, il faut jurer sur le fétiche. Il faut rentrer dans un rapport religieux pour que le rapport économique soit crédible, parce que sinon les personnes ne veulent pas commercer avec vous, elles ne vous croient pas. Donc le fétiche, c'est au départ quelque chose de plus généreux en termes de collectivité que ce qui peut laisser penser aussi aujourd'hui. À côté de ça, il y a plein d'autres termes que la théorie visuelle contemporaine a réinvesti. Qu'est-ce qui est un fétiche? Qu'est-ce qui serait plutôt une idole? La question de l'idolâtrie, quand on est face à une image religieuse médiévale, se pose toujours. A-t-on le droit de regarder des images? Est-ce légitime de représenter un patriarche ou non? Donc là, il y aurait 1000 choses à développer. J'en développerai juste une. Il me semble que plutôt qu'un objet fétiche, le gilet jaune des gilets jaunes a été un objet totem, un objet totémique, comme l'anthropologie nous l'a appris pour l'Amérique du Nord. Le totem, c'est l'animal, le minéral, le végétal, dans lequel toute une communauté se reconnaît et crée finalement son horizon communautaire. Si le totem d'une tribu est le castor, tout le monde est castor. Voilà. Et tout le monde a... Et déjà, il y a interdiction de manger des castors, parce que du coup, c'est évidemment quelque chose qui contrevient profondément à cette idée communautaire. Parce que si vous vous attaquez à l'animal totem, évidemment, vous commettez quelque chose qui se comprend facilement comme étant sacrilège. Bon, voilà, effectivement, la terminologie du fétiche, je ne la critique pas, parce qu'il y a aussi un fétichisme qu'on pourrait théoriser longuement, mais je vais m'arrêter là sur ce point-là. Mais effectivement, il y a aussi ça, c'est-à-dire le côté totémique, et je me sers finalement de ça comme d'un levier, si vous voulez. C'est à travers ça qu'on peut arriver à comprendre à quel point cette histoire de corps collectif et le rapport à la radicalité se laisse aussi appréhender par ce biais-là. Bon, il faut quand même que je vous montre des images plus dures, mais elles ont un sens évidemment aussi pour envisager cette guérilla autour de qui est radical et qui ne l'est pas.
parce que les Gilets jaunes, c'est quand même, on va dire, le mouvement, alors il est beaucoup de choses, mais c'est aussi probablement le mouvement qui restera longtemps, de par la répression qu'il a subie, le corpus, le lieu d'une contestation de la radicalité. Qui est radical dans cette affaire? Vous avez ici un photomontage, une photomosaïque numérique, comme on dit, que vous pouvez facilement maintenant réaliser vous-même. Pendant un temps, c'était une affaire de développeur numérique, d'arriver à trouver tout simplement le logiciel, l'algorithme qui allait pouvoir réaliser ceci. Mais maintenant, vous avez quelques logiciels gratuits qui peuvent, ou non gratuits, qui peuvent vous permettre de réaliser vos portraits numériques à faible coût. Vous voyez tout simplement de quoi il est question. C'est une image qui a tourné le 13 janvier 2019. On est 2 semaines après le discours sur la foule haineuse. Donc il faut bien voir aussi que ça relève de la même stratégie de communication. Et c'est un portrait du ministre, de celui qui était alors le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, réalisé avec une myriade de portraits de manifestants des premiers actes des Gilets jaunes, défigurés par des tirs de flashball, au visage fracassé par les coups de matraque. Et vous voyez, j'ai la qualité d'image dont je dispose pour vous le montrer. Finalement, pas besoin de la haute définition pour voir voilà, tout ce que cette image réactive d'imaginaire par rapport à ce que je vous ai déjà montré, et dans le même temps pose, vous le voyez, cette forme de synthèse. On retrouve le grand corps, on retrouve un grand corps composé de myriades de petits corps, mais ici c'est finalement la forme de synthèse du discours dont je suis parti, c'est-à-dire guérilla sur qui est radical, montrer le corps qui blesse, le grand corps qui blesse, avec les images des petits corps blessés. Et encore une fois, un imaginaire, vous voyez que les technologies numériques, évidemment, ont réactivé et ont rejoué. Bon, j'essaye de finir en 10 minutes maximum pour qu'on puisse échanger, mais il y a beaucoup de choses finalement qu'on peut déplier à partir du mouvement des Gilets jaunes, et dès qu'on s'y réintéresse, finalement, on voit, en fait, il y a une galaxie de choses à penser qui, moi, m'a totalement... voilà, je pense que... Il y a eu un moment d'autocritique que j'ai dû faire vis-à-vis de y compris de mes pratiques d'analyse visuelle, que le mouvement des Gilets jaunes a accompagné. C'est aussi pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que finalement, il n'y a pas simplement des images neutres à montrer pour essayer de densifier ce dont on discute dans ce colloque, mais il y a quelque chose aussi, je pense, de plus profond, de plus personnel, le rapport à la culture populaire. Ça m'a beaucoup intéressé. Une image qui a une grande actualité aussi, puisque finalement elle date de 2019, mais elle est toujours aussi actuelle. La grève tu feras, sinon tes droits dans le cul tu auras. La retraite à point, on n'en veut pas. Bon, c'est la sagesse de Maître Yoda qui parle. Vous le voyez évidemment de manière déplacée, hein, parce que ce petit personnage aux grandes oreilles et au dos voûté et à la canne si reconnaissable est un élément de culture populaire. C'est un personnage de la franchise de Star Wars, débuté en 1977 par George Lucas et poursuivi par un certain nombre de trilogies et de produits dérivés jusqu'à la nausée, mais il y a dans ce petit être philosophe, Maître Yoda, justement une philosophie pratique. C'est lui qui guide les Jedi et les chevaliers de Star Wars vers la sagesse, et il a aussi cette rhétorique très particulière consistant à mettre le verbe à la fin. Et vous voyez ce que ça donne finalement, la grève tu feras, sinon tes droits dans le cul tu auras. Bon, je vous la montre d'une part parce qu'on peut faire une théorie de la culture populaire rien qu'avec ça, et je vous la ferai durant les questions si ça vous intéresse, mais ce qui m'intéresse évidemment aussi dans l'affaire des Gilets jaunes, c'est la question du corps vulgaire. Le fait de savoir que ce qui peut être entendu par radicalité se pose à ce niveau-là, c'est-à-dire la vulgarité. Une forme d'altérité qui est encore une affaire de classe sociale, hein, il ne faut pas s'en cacher, et qui finalement là revient par ce type d'usage, notamment les références à la scatologie, notamment les références aux basses fonctions du corps. Donc un corps radical qui doit être pensé aussi à travers ça, c'est-à-dire le type d'usage revendicatifs qui peuvent l'accompagner. Un autre exemple qui se passe de commentaires, dicton gaulois, jaune devant, Macron derrière.
voilà, je vous laisse interpréter. Normalement, vous devez pouvoir saisir, je pense, de quoi il est question. Il y en a beaucoup. C'est un corpus dans le corpus des Gilets jaunes, de mettre finalement cette vulgarité en avant et d'en faire finalement un levier de revendication. Simplement pour finir et vous emmener dans un autre territoire que celui des Gilets jaunes, où finalement j'aurais passé beaucoup de temps depuis la tentative de déconstruction de l'opposition entre foule et peuple dont je suis parti, un petit détour par d'autres images qui nous montrent le foisonnement des corpus qu'on peut vouloir mobiliser pour essayer de penser le corps radical. La carte postale, qui est l'un des médiums dominants en France comme en Europe au tournant du 19e et du 20e siècle. C'est le type de messagerie qu'on utilise à l'époque. On peut faire ce parallèle-là, je le fais souvent avec mes étudiants. C'est l'idée de dire, en fait, de la même façon qu'on envoie un texto, on envoie une carte postale. Dans les grandes villes, il y a plusieurs levées par jour. Vous pouvez organiser votre dîner en sollicitant les gens. Il y a même moyen de s'entendre sur 1 heure. Enfin voilà, on peut discuter avec la carte postale dans un temps... alors, pas instantané comme une messagerie numérique peut le faire, mais quand même. Et tout ça véhicule finalement des corps radicaux et des images dont on peut s'étonner finalement de leur présence, publiées par des éditeurs commerciaux et véhiculées finalement par ce mode de circulation. Les mineurs, les syndicalistes de 2023 sont-ils violents? Je laisse la question ouverte, toujours dans le questionnement de cette opposition des violences et ce renvoi de la balle de la radicalisation. Ce qui est certain, c'est que les grévistes et les syndicalistes du début du XXe siècle, eux, l'étaient déjà, et ne jamais non plus, quand on pense radicalité, négliger ces enseignements et ces éléments de réflexion historique. Tesson de bouteille contenu dans un vieux bas, arme abandonnée pour les grévistes après une bagarre. Et oui, quand vous vous faites charger par des dragons ou par des cuirassiers, quand l'armée est déployée contre vous, et ben vous déployez des techniques qui finalement sont aussi instructives en termes d'opposition et de degré de violence, voire de nécessité même. Voilà des techniques qui vont être mobilisées. Bon, les mineurs du Pas-de-Calais ont perdu en 1902, ils voulaient une augmentation de salaire, ils ne l'ont pas eu, ils ont simplement eu droit à une minable augmentation de leur retraite pour resituer voilà, ce combat. Ce qui n'engage en rien de la destinée du mouvement actuel, mais en tout cas, voilà, finir finalement sur cette idée-là, c'est-à-dire il y a d'autres corpus, il y a surtout dans les images des possibilités très concrètes finalement de prendre des définitions de la radicalité, de la définition des corps radicaux. Je vous montre simplement voilà, où cette série peut aller, parce qu'il y a aussi cette dimension sérielle qui est attachée à ces cartes. Barricade élevée dans une rue par les grévistes pour assurer leur protection pendant qu'ils saccageaient des maisons des ouvriers n'ayant pas cessé de travailler. Et oui, à penser aussi lorsqu'on regarde BFM TV le soir à 18h après une manifestation nationale et de voir le type de cadrage de la violence. La question pour moi n'est pas de la légitimer, la question pour moi est finalement d'envisager aussi dans ces corpus visuels des outils ou des grilles qui permettent finalement on va dire de réfléchir plutôt que on va dire de condamner de manière très directe. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai assommé donc personne. Et voilà, le débat est ouvert. J'espère que vous aurez des questions pour me permettre de rebondir sur tous les points obscurs que j'ai tenté de mettre en lumière avec des gilets jaunes à foison.